la lutte elle prend une autre forme, mais aussi j'ai l'impression que sur la force de cette lutte, il y a quand même une confiance en fait que c'est possible de rester un certain temps, du coup de tenter plein d'expériences, de s'installer, et ça fait qu'il y a peut-être des activités qui n'existaient pas, en tout cas s'installer et vivre là au quotidien, ça demande aussi de lancer plein de nouvelles initiatives, comme je parle par exemple des jardins potagers, les gens en faisaient déjà un peu, mais là ça prend aussi une autre dimension. Je sais pas, il y a des trucs sur des gens qui font de la musique par exemple, des gens qui s'organisent pour faire des crèches pour les gamins. C'est-à-dire sur cet espace-là qui est quand même libre a priori, en tout cas la propriété privée pour une grande part, il y a plein de choses qui sont imaginables, quoi. Plein de choses qu'on ne pourrait pas faire ailleurs où il y a un espace pour le concrétiser. Donc, Et c'est une zone où il n'y a pas de flics pendant toutes ces années, quand même. C'est très important. Il y a aussi plein de gens qui aussi se barrent de la ville parce qu'ils en ont marre des flics, ou parce qu'ils sont cherchés par les flics, ou je sais pas quoi. Ou alors, par exemple, il y a aussi il y a un lien qui se crée avec Calais et la jungle à Calais, où il y a des lieux qui se créent à la zone. Il y en a un lieu collectif qui se crée pour que aussi les gens ils puissent se reposer, que ce soit des militants contre la frontière, ou alors carrément des migrants eux-mêmes qui essaient de passer la frontière, qui puissent aller de temps en temps se reposer. Il y a un lieu qui existe, qui n'existe plus maintenant, mais qui existait plus là-bas. Il y a au moins 2 hivers avec pas mal de monde qui a été accueilli, puis après des gens qui sont restés parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution. Qui leur redonnaient la possibilité de faire leur voyage. Mais... Quand t'as pas de papier, c'est pratique qu'il n'y ait pas de flics. Bien sûr. Donc il y a des terrains qui sont plus utilisés par des gens, il y a des terrains en friche, il y a de la forêt, mais il y a aussi donc quand même à ce moment-là des terrains qui appartenaient à des, par exemple, agriculteurs, qui sont loués à des agriculteurs encore tous les ans, sur lesquels les gens qui viennent lutter, là, il peut y avoir des conflits aussi sur ces trucs-là, des personnes qui vont vouloir construire une cabane ou s'installer sur des terrains qui en fait sont encore alloués à des paysans. Et après, il y a donc des gens qui ont refusé de vendre à l'État et à Vinci, qui sont plus forcément propriétaires de leur terrain, mais pour autant, ils continuent à avoir leur activité dessus, leurs vaches par exemple. Et donc voilà, eux ils gardent leur espace qu'ils avaient auparavant. Ils ont encore l'usage comme s'ils étaient propriétaires, quoi. Ils sont devenus squatteurs. Mais alors... De leur propre maison. En fait, moi progressivement, j'ai habité 5 ans là-bas. Et je pense progressivement, en fait, aussi on réalise que on se dit oui, c'est précaire, les choses peut-être vont nous lâcher. Mais il y a la force du collectif, d'être ensemble avec des gens, de se dire en fait, on est tous dans la même situation, donc si en même temps on nous arrive une couille, on va bien trouver des manières de réagir ensemble. Et aussi par rapport à la vie, je sais pas, de locataire, ou si tu squattais en ville avant sur un bord de trottoir, et en fait ta vie elle est quand même moins précaire quelque part par cette possibilité de faire avec d'autres que même si tu crois que tu as toutes les raisons de croire que tu vas te faire virer, mais la précarité ou elle est un peu temporisée quand même par ça. Enfin, elle est existante dans les deux situations. Cette histoire justement d'aménagement du territoire, elle montre bien que tu as beau être propriétaire, à un moment donné, si l'intérêt supérieur de l'État vient dire non, finalement, il y a autre chose qu'on veut faire là, tu n'as plus le droit à rien. Enfin, c'est peu bon. Et quand t'es tout seul locataire et quand ton propriétaire te vire, t'es tout seul comme une merde. Tu peux pas t'organiser, tu peux pas riposter contre lui parce qu'il a la loi avec lui.
Et quand t'es 300 Donc, personnes t'as plus de thunes pour dans des le cabanes nettoyer. toutes pourries, en craignant toujours qu'il y ait 2000 flics qui arrivent, au moins tu peux faire quelque chose. T'es pas complètement démuni, tout seul, isolé, comme tu dis, sur ton bout de trottoir, quoi. Ça change un vrai truc. Il existait, en tout cas depuis 2012, un truc qui s'appelle les assemblées du mouvement, qui se tenaient une fois par mois, je crois, et puis des fois plus régulièrement s'il y avait des besoins pressants de répondre à des questions. Ça, c'est des assemblées qui regroupaient, je parle plutôt au passé parce que Ça existe plus c'est trop. beaucoup en train de bouger aussi, mais qui regroupaient et les gens qui vivaient sur la zone et toutes les personnes qui voulaient participer à la lutte, que ce soit des voisins, des personnes faisant partie d'assauts ou autres collectifs, voilà. Donc Ou c'est n'importe qui, un lieu quoi. de débat politique Des individus. et de prise de décision à l'échelle plutôt de la lutte. Ça veut dire qu'il ne régit pas tellement les problèmes de questions de voisinage, d'habitat, même si en fait ça vient se croiser à pas mal de moments, mais par exemple dire ah oui on nous menace par exemple d'une expulsion, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a eu différentes réponses qui ont été trouvées, soit des organisations de manifs, donc sur place ou à Nantes, ou des blocages. Donc ça c'est aussi des choses qui sont discutées et l'initiative est venue aussi de ces assemblées, par exemple. Donc ça c'est une échelle qui existait. Après peut-être une autre échelle, c'était la réunion du jeudi. C'était la réunion du jeudi qui en fait rassemblait plutôt les habitants mais squatteurs. En fait squatteurs, à un moment tout le monde a été squatteur, mais Les occupants, quoi. les occupants qui n'ont pas été des habitants légitimes à un moment donné, quoi. Et ça, la réunion du jeudi, ça a beaucoup changé aussi sur son contenu. Disons que c'était un espace et d'organisation, donc plutôt des occupants pour des questions matérielles, de la vie de tous les jours, de s'entraider et tout ça, régler des conflits. Ça a été longtemps un espace régler des conflits et politiques et enfin. Après, j'ai l'impression que quand tu es dans une lutte, les conflits de voisinage deviennent des conflits politiques et vice versa. Enfin, des choses ne sont pas si étanches que ça. C'était un endroit aussi pour oui, se tenir au courant de ce que faisaient les uns les autres aussi sur la zone, parce que 2000 hectares, enfin, même si c'était 1500 qui étaient un peu occupés, des fois on sait plus ce que font les autres. Organiser des petites actions ou des rencontres, je sais pas, il y a mille choses qui sont passées aussi sur ce terrain-là. Que ça soit des rencontres pour d'autres luttes, des rassemblements sur des luttes féministes. Je sais pas, on pourrait donner 1000 exemples. Pour prendre un autre exemple d'un truc qui existait, pendant toute cette période, le lundi, sortait un journal qui s'appelait le Zad News, qui était fait que par les gens, fait par qui voulaient, et qui était imprimé, distribué dans, je pense qu'il y avait 60 numéros peut-être. Dans tous les lieux, il y avait un facteur qui allait distribuer le Zad News, et ça, ce truc-là, il était traduit en anglais quasiment systématiquement. Quand même, il était bilingue anglais-français, quoi. Ça, c'était vraiment un truc formidable. Pas tout le temps, pas tout le temps. Quand même assez souvent. Ouais. C'était vraiment... Au moins les agendas, les programmations de qu'est-ce qui se passait étaient traduits en anglais et en espagnol un peu vers la fin aussi. Ça, par exemple, c'est un outil un peu fou qui a l'air d'être accessoire dans la lutte, quoi. C'est comme la radio, on pourrait peut-être parler de la radio. Mais en fait, c'est quand même un support assez dingue dans la mesure où ça fait que toutes les semaines, il y a un truc qui est lu par tout le monde,
où tu peux contribuer, tu peux toi-même écrire un texte, tu peux même des grosses conneries, tu peux dire n'importe quoi, faire des dessins et écrire des blagues, peu importe, ou rien du tout si t'as pas envie. Mais ça fait que ça amène du contenu politique et des discussions, d'ailleurs pas que politique, mais beaucoup, des fois c'est des petites annonces, je sais pas quoi. Et ça fait une discussion entre les gens, quoi. Rendez-moi mon vélo que vous m'avez volé. Mais aussi un texte en disant, voilà, telle position politique elle me va pas, ou tel truc féministe, ou je sais pas quoi. Ça, bon, moi j'ai trouvé que c'était un truc très très fort, et il y en a eu toutes les semaines pendant 6 ans. Wow. C'est un truc de dingue, il y en a de quoi remplir des rayonnages en truc, quoi. Que fait par les gens, quoi, photocopier. C'est pas un espace hermétique quoi, avec le reste du monde, du coup les gens vont et viennent, et après il y a des tentatives d'essayer d'avoir des formes un peu économiques qui passent moins par l'argent, mais en fait pas non plus, pas du tout. Donc il y a quand même beaucoup de dons, ça c'est sûr, d'entraide un peu comme ça. Après, il y a eu des organisations au niveau surtout alimentaire, répondre aux besoins. Donc, il y a quelque chose qui était pas mal structurant. Il y a des gens qui ont fait un projet de maraîchage qui allait alimenter un marché qui s'appelait le non-marché. Justement, dans cette idée-là que, en fait, c'est pas juste un échange marchand qui se joue. C'est prix libre, mais tu peux quand même donner un truc parce que malgré tout, même si les personnes qui cultivent les légumes ou tous ceux qui faisaient le pain 3 fois par semaine, leur matière première elle n'est pas gratuite quoi. Donc, ou même si c'était du blé qui a été fait sur la ZAD et pas voilà, labouré par les tracteurs qui étaient sur la ZAD, et ben il faut quand même payer le carburant de ces tracteurs là. Enfin, il y a quand même un bout toujours par lequel tu résous pas le fait de faire disparaître la thune quoi. Mais en tout cas ça permettait quand même à des gens qui n'avaient pas de sous de pouvoir se fournir comme ils veulent en légumes, de prendre un pain toutes les semaines et voilà, ou d'amener par exemple beaucoup de gens faisaient de la récup dans des supermarchés, donc d'amener des restes des récup aussi, partager avec les autres ça. Et donc il y avait ça. Après aussi il y a eu des organisations de grande culture, par exemple des champs de patates ou des champs d'oignons, spécifiquement pour alimenter ce marché-là, voire aussi en envoyer à d'autres luttes en soutien. Comme par exemple un peu à fournir à Nantes à des gens qui faisaient des bouffes de solidarité pour les sans-papiers, ou où est-ce que ça peut être envoyé, ouais, à Calais. Là, dernièrement, il y a des gens qui ont organisé aussi des espèces de paniers de vivres pour les gens qui étaient en grève à la poste. Quelque chose comme ça. Il y a les tentatives de collectivisation, elles sont quand même assez réduites, moi je trouve, dans l'expérience que j'en ai eue. Mais il y a eu. Je veux dire, ça peut être des sous-groupes en fait dans la ZAD qui collectivisent des trucs, par exemple des outils de travail, quoi. Comme des tracteurs ou une boulangerie. Cela dit, oui, c'est pas pour moi, dans ma vision, ça, à des moments, je pense, ça aurait pu aller plus loin. Mais c'est sûr qu'actuellement, je pense, oui, on trouve peu d'exemples similaires dans la période, peut-être. Bon, dans mon collectif, il y a des choses qui se jouent à l'échelle de collectif, par exemple. On était une dizaine, là où je vivais. Et il y en a qui touchaient le RSA et d'autres pas, qui ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas de nationalité française, par exemple. Bon, là, on avait fait en sorte qu'il y ait une personne qui mette son RSA dans un pot commun qui servait aux besoins du groupe, quoi. Donc ça permettait quand même à ceux qui ne touchaient pas d'argent directement de l'État de pas avoir besoin de mettre de l'argent dans la nourriture, par exemple. Mais ça s'est pas forcément fait à plus grande échelle, quoi. On aurait pu penser leur distribution de tous les RSA, par exemple, ou une espèce de caisse où tu venais mettre 20 € chaque mois, ou je sais pas combien,
pour rendre possible tel ou tel truc, quoi. Oui. Ça s'est un peu fait ces dernières années, par exemple, pour justement donner un peu d'argent à des gens sans papier qui pouvaient pas avoir d'aide sociale.